Bonjour à toi, fan de pop culture, de cinéma et un petit peu de nostalgie. Et aujourd'hui, parlons de Ready Player One, deuxième long métrage donc de l'année 2018 de Steven Spielberg, adapté du best-seller de Ernest Cline. Best-seller aux États-Unis, pas tant que ça en France, malheureusement. Qu'est-ce que ça raconte Ready Player One? En gros, nous sommes à Columbus, dans l'Ohio, en 2045. Nous allons suivre Wade Watts, qui est un jeune garçon qui vit dans les piles, l'équivalent des bidonvilles en fait de Columbus. Et là-bas, en fait, il n'y a pas vraiment d'espoir. L'humanité est un petit peu en surpopulation. Tout le monde est en train de s'empiler les uns sur les autres. Et le seul échappatoire se nomme l'Oasis, un monde en réalité virtuelle, dans lequel tous les personnages peuvent devenir ce qu'ils veulent. Et du jour au lendemain, toutes les choses vont changer lorsque le créateur de l'Oasis, James Hallyday, va mourir et va laisser derrière lui une série d'indices menant à un easter egg qui permettrait à celui qui va le découvrir de devenir le propriétaire de l'Oasis et de 500 milliards de dollars. C'est bien résumé, messieurs? C'est bien résumé. Parfait. Tout en étant simple? Ok, c'est parti. François-Xavier, de retour après Star Wars. Comment vas-tu? En grande forme Ouais, Pour en du- grande forme. pour du Spielberg. Oh oui, on est toujours en grande forme pour du Spielberg. Et je ne le présente plus. Il y a plus de Hugo, comment vas-tu, Hugo? temps. Enchanté. Et bah très bien. Ouais, Très bien. Oui. Très content. de retour après The Cloverfield Paradox. Donc, Ça va mieux. pour un autre niveau de long métrage, dirons-nous. Ready Player One, donc projet que Spielberg porte depuis maintenant quelques années. Donc le bouquin datant de 2011 et Spielberg visiblement étant tombé sur celui-ci aux alentours de 2013. Il a beaucoup fait mariner le film parce qu'il avait envie d'en faire un projet très personnel. Ernest Cline baignant dans la culture de Spielberg, ça semblait presque une cohérence que ce soit lui qui réalise le film. Le long métrage, voilà, a pris beaucoup de temps, s'est retrouvé bien modelé, bien peaufiné. Spielberg en a même profité pour faire Pentagon Papers à côté, histoire de s'occuper le temps de la post-prod de Ready Player One. Et il débarque ainsi dans les salles avec une hype, je pense, incommensurable. Ça faisait longtemps qu'un film n'avait pas autant été hypé Mais par sans que- autant de sans- personnes. Sans que ce soit trop. Et sans que ce soit trop, heureusement, même si les 2 dernières semaines, quand même, c'était un petit peu vache. Entre les tweets harceleurs, les critiques presse dithyrambiques, les gens qui étaient invités à des Ouais. projets chelous, enfin, voilà. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là que je me tourne vers vous, messieurs. Je n'avais pas du tout envie de faire cette chronique tout seul, et je trouvais que c'était intéressant d'avoir deux autres avis en plus du mien. Tiens, François-Xavier, rapidement, qu'est-ce que t'en as pensé de Ready Player One? C'était bien Ready Player One. On a beaucoup aimé Ready Player One. C'était très agréable, très beau. De l'imaginaire, de l'imagination en veux-tu en voilà. Très référencé. Pas nostalgique, pas tant que ça au final. Hein. Un peu quand même, mais pas trop. C'était vraiment avec des thématiques intéressantes et plus ou moins modernes. C'est pas que les années 80. Il y a des choses plus récentes, il y a des choses un petit peu plus vieilles même. En fait, finalement, c'est une belle histoire de la culture pop, ou un bel aperçu de la culture pop en règle générale, donc non, vraiment sympa. Il me fait presque verser une petite larme de si jolies paroles. Hugo, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Et bah, je vais rejoindre un peu l'avis dithyrambique, je dirais, en disant que c'est un très bon film. Je suis très content d'avoir vu ça ce soir. Et je dirais que je suis content. Le mois d'il y a 5 ans est content, le mois d'il y a 10 ans est content, et le mois d'il y a 15 ans est content. Et là, je pense qu'on peut continuer. Oui. C'est-à-dire que toutes les époques avec lesquelles j'ai grandi sont présentes dans le film, sans pouvoir trop dire ce qu'il y a dedans. C'est un très bon film, et au-delà des simples références, le propos du film est enfin, je trouve vraiment, il y a très peu de défauts à amener, même s'il y en a, il y a très peu de défauts, et c'est Et si un film à aller voir. Mm. Si minime par rapport à la réussite qu'est Ready Player One. à côté. Je vous rejoins totalement, messieurs. Alors, moi, j'ai juste un énorme bémol, c'est que je trouve que la trame narrative du film est somme toute très classique, contrairement à celle du bouquin qui était donc beaucoup plus fluctuante et très libre et se permettait à des moments des gros paris. Là, on est plus sur quelque chose de linéaire, mais étrangement, ça n'est pas un énorme défaut au milieu d'une œuvre qui est gorgée par une passion, au-delà d'être une passion de cinéaste, une passion de cinéphile. Et c'est peut-être ça que je trouve être le point le plus fort du film, c'est que c'est fait non seulement par un cinéaste qui aujourd'hui est devenu une référence, c'est fait avant tout par un cinéaste qui, avant d'être cinéaste, a été cinéphile, qui a baigné des cinéphiles dans une pop culture qu'il a noyé de références et d'œuvres cinématographiques qui sont aujourd'hui devenues des références.
et ça ne l'empêche pas d'une nouvelle fois, peut-être, je pense, créer une référence dans le genre du divertissement, créer peut-être un film qui ne sera pas forcément un classique. Je doute que Ready Player One devienne un classique, mais je n'ai pas le moindre doute sur le fait que dans peut-être 10-15 ans, il y ait beaucoup de jeunes qui parlent de Ready Player One en soirée, comme on peut le faire aujourd'hui, nous, avec Fight Club. Je sais que ça t'est cher, mais voilà. Effectivement. Ouais, je te rejoindrais en disant, peut-être en rajoutant juste que c'est aussi un fan de... Enfin, on sent qu'il a compris le monde du jeu vidéo aussi. Et là, j'ai pensé pendant une bonne partie du film à la chronique de Karim Debache sur Scott Pilgrim, qui disait qu'il voyait de l'espoir en disant que le jeu vidéo et le cinéma arriveraient un jour à une bonne entente. On y est, Player One. on y est, Voilà. clairement. Karim, c'est pour toi. Oui, On c'est y ça. est clairement. Je vous propose qu'on passe tout de suite au scénario, donc basé sur le fameux bouquin donc, de Ernest Cline, et écrit par lui-même, d'ailleurs, réécrit en partie par lui-même, et par Zach Penn. Zach Penn qu'on connaît surtout pour être le co-scénariste de Avengers. Voilà, c'est jeté comme ça. Je lance tout de suite une base en fait. Alors je sais que vous n'avez pas lu le bouquin. Moi je vous le dis pour vous le placer comme un contexte. J'ai lu la moitié du bouquin, j'ai pas voulu lire la deuxième moitié parce que j'avais pas envie Spoiler la fin peut-être. de me spoiler. En fait, j'avais envie d'avoir un petit peu de surprise en voyant le film, donc j'ai lu la moitié. Clairement, c'est une adaptation qui est très libre du bouquin d'Ernest Cline, que Ernest Cline a voulu inclure dans l'univers de Steven Spielberg. Clairement, on sent qu'il a voulu recomposer des thématiques pour que ça s'inclue pleinement dans le cinéma de Spielberg. C'est peut-être d'ailleurs sur ce point-là que je rejoindrai le côté référence qui référence aujourd'hui. C'est-à-dire que Ernest Cline a été influencé par Spielberg, et là, quand il réécrit son bouquin, il se référence au cinéma de Spielberg, à cette thématique primaire, la thématique du père, la thématique de l'enfant qui cherche absolument un père, ou en tout cas, qui cherche un substitut paternel au travers d'un groupe de personnages. Enfin, là-dessus, il y a clairement une vraie emprise. Après, je jette ça et ensuite je vous lance là-dessus. Je trouve tout de même que la trame narrative est un petit peu cousue de fil blanc par moment et qu'il y a une sacrée, on va dire, habitude maladive de la part de Zach Penn de vouloir absolument condenser l'histoire et du coup de parfois sauter des étapes. Je rebondis là-dessus en disant aussi que c'est un peu un scénariste des années 80 quand même. Là, c'est peut-être le coup le plus nostalgique du film. C'est d'avoir fait un film où la trame a beaucoup de qualités et des défauts des films des années 80, c'est-à-dire que c'est un excellent blockbuster, mais au niveau de l'histoire, on dépasse pas le blockbuster. Il y aura pas de... il a ses thématiques et il les aborde très bien, mais il va pas être trop sérieux, il va pas... Par exemple, il va présenter des choses dans le film, et qui pourraient amener à la réflexion ou aller plus loin, sur le capitalisme par exemple, ou des choses comme ça. Est-ce que le film va t'en reparler? Absolument pas. Ça se trouve, même à la fin, tu te dis, mais le monde, il est peut-être pas mieux tant que ça, finalement, à la fin du film qu'au début. C'est un peu ce petit côté... la catastrophe, elle est un peu arrivée, parce que l'humanité, elle vit mal, finalement. Dans le film, on t'explique que les gens, ils vivent très mal. Et à la fin du film, t'as l'impression que, ouah, tout le monde est heureux et tout. Non, les gars, c'est toujours la merde. Enfin, je veux dire, c'est... Enfin, à part le héros et ses potes, les autres, c'est toujours une grosse vie de merde. Je suis désolé. Franchement, quand tu vis dans un bidonville, bah à la fin, ta vie, c'est quand même dans un bidonville, tu vois. Enfin, ils ont évité la pire catastrophe, mais ils sont toujours dans la merde. Et t'as encore ce blockbuster américain, mais c'est pas grave, parce que le héros, il est content, tu vois. Et il a réussi. Et puis, effectivement, c'est cousu de fil blanc. Il y a des moments qui m'ont pas convaincu au niveau du scénario. Hein, oui, on en a parlé. Il y a notamment notamment un moment, rien, bien sûr. une bascule dramatique qu'on voit dans la bande-annonce, mais qu'on ne spoilera pas, qui est l'élément clé entre guillemets du bouquin, où c'est un petit peu rushé, où c'est un petit peu bâclé, et où on sent qu'il y a voulu y avoir une réadaptation pour éviter d'avoir un pas. Bon, je vous le dis, pour ceux qui n'auraient pas lu le bouquin, mais pour que vous ayez un repère, dans cette fameuse étape, quand vous la verrez, dans le bouquin, il est supposé se passer 3 ans, durant lesquels le personnage réfléchit. Ils se sont dit que dans le film, ça serait pas faisable. Ce que je peux comprendre. Et ils ont raison, et c'est un excellent blockbuster, et en fait, il est très traditionnel dans sa forme, ce qui n'empêche pas qu'elle est bonne, tu vois. C'est juste qu'elle manque absolument de surprise, en fait, finalement. Mais c'est pas mauvais. Ah non, voilà. Il y a juste un petit moment où moi je me suis dit, ah, ça colle pas trop. Ça m'a un tout petit peu sorti, pas énormément, ça va, du film, mais je me suis quand même dit, ah, sa réaction, les réactions des personnages, ça va, ouais, t'as raison, on peut passer sur ça va vite. Moi, je pense aussi qu'il y a un tout petit peu de maladresse, c'est peut-être la seule du film, parce que c'est le seul moment où je suis un peu sorti. Le reste du temps, c'est pas surprenant, mais on est dedans, et c'est l'essentiel. Tiens, rebondis là-dessus, Hugo. Parle-nous de ça. Non, on va nuancer en disant que oui, on est dedans, et au final, je trouve pas que, même s'il peut y avoir beaucoup de thématiques qui peuvent être abordées, je sais pas si c'est vraiment le propos du film. Le propos du film, il est plus sur la réalité.
en fait. Bah, il a un propos plus philosophique. Il a un propos plus que- philosophique et en cela, je pense qu'il peut être aussi très mature, je trouve. Même si, ouais, je pense qu'il faut le voir plusieurs fois en fait. Oui, Je pense qu'il y a pour et pas pour poser uniquement des pour les réflexions, références, pas uniquement pour les références. mais très clairement, au-delà des références que l'on voit, il y a aussi des références à des œuvres qui sont, enfin, qui peuvent être perçues. Après, ça dépend de la culture de chacun. Oui, Mais il y là, a très du Orwell clairement- qui est clairement référencé à de Oui, nombreuses voilà, c'est reprises. exactement ce que je pensais. Matrix. 1984, Voilà, et ça référence à Matrix. 1984 est en permanence présent. Hmm. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc je pense qu'il y a quand même un certain intérêt voilà, philosophique à regarder ce film. Même si je pense qu'il faut le voir plusieurs fois pour voir cette espèce de... Mais la plupart du temps, en plus, dans le cinéma de Spielberg, c'est présent. Le 1984 de Orwell est constamment cité dès que Spielberg presque investit la science-fiction. Mm. Minority Report, même potentiellement un peu E.T., même si c'est beaucoup plus vague au travers des militaires qui investissent la zone. On peut le voir aussi dans La Guerre des Mondes. Enfin, il aime le citer, Orwell, il aime constamment le citer, et les deux auteurs du coup l'ont compris et le calent. Après c'est moins subtil je pense par exemple que dans Minority Report, où il y avait peut-être un scénariste qui était un petit peu plus costaud derrière, mais on sent que voilà, ils ont quand même envie de rester dans cette même mood d'écriture qui fait le sens en fait des longs métrages de En tout Spielberg. cas, je trouve Ouais. pas que ça affaiblisse le film Non, en non. son propos de base et en sa trame. Alors certes, pareil, j'ai trouvé que parfois c'était un petit peu bâclé et c'était très rapide. C'est-à-dire que tu clignes les yeux 2 secondes et tu as l'impression de louper un truc hyper important. Ouais, c'est ça. Du coup, je suis resté des fois genre Même si- peut-être 1 heure sans cligner des yeux. Même Mais si les fusils de Chekhov sont bien installés. Oui, tu non, les non. vois dès non, le c'est début. sûr, c'est sûr, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais bon, il fait quand même 2h20. Donc c'est pas un petit blockbuster, il est pas court. Ah non, Hein. c'est un blockbuster qui est quand même costaud. Enfin, Voilà, faut se dire qu'on donc, va arriver à enfermer des gens 2h20. pendant 2h20 dans une salle. Enfin, à part maintenant Et quand on il y a les a- Marvel et on- qui tente ça. Et on les a bouffés les 2h20 sans aucun souci. Bah, Avec j'ai aucun pas- J'allais moment, j'allais vous demander combien de temps ça a duré, hein, parce que honnêtement j'ai pas vu le temps passer. J'ai pas vu le non, temps c'est passer ça, non c'est plus. pareil. Non, vraiment. Il y a C'est une espèce pareil. de sensation en fait d'avoir une suspension du Mm. temps complète. Et Mm. quand on sort du film, on se dit qu'on a vu un trip de 1h30 passer en 2 temps 3 Mm. mouvements et qu'on n'a même pas eu le temps de cligner des yeux, que c'est déjà terminé. Et pour continuer un petit peu sur le scénario, c'est vrai que comme on le dit, il y a beaucoup de références, on le voit dans la bande-annonce déjà. Il y a beaucoup de références qui sont faites. Ma crainte c'était que le film ne repose uniquement sur ça Ouais. et se serve uniquement de ça. C'est en partie le cas, mais ça porte absolument pas défaut. Mm. C'est-à-dire au contraire, ils s'en sortent, enfin le film s'en sort sans puiser et sans épuiser les références qu'il fait en Mm. fait. Et c'est en cela que je trouve que le film est vraiment un tour de force de pas noyer, de pas plonger ces 2h20 dans on fait de la référence. Tu la sens ma référence C'est jamais le propos de la scène en fait en question. Quand il y a les références, oui, et d'ailleurs ce qui est très intéressant c'est que les seules fois où les références sont vraiment discutées en tant que référence, par exemple il y a des moments où on vous dit tiens c'est tel truc de telle époque, oui, de tel c'est ça. auteur, là tu te dis c'est pas les années 80 en fait ça, Mm. c'est avant. C'est Ouais. ou c'est après, ou c'est machin, mais c'est Ouais. jamais. Et c'est toujours bien discuté et intéressant Mm. et limite documenté quand tu te dis. Sont pas allés chercher les références. Oui, voilà, c'est ça, il y a des basiques. références qui vont un Ah. peu plus loin que. Ils ont voulu Tetris, pousser le Mario vice le plus bas et- possible, ouais. C'est ça. Clairement. Mm. Messieurs, Ouais. Steven Spielberg. Oui. Il y a quasiment plus de 70 balais quand même le pépère. Il approche des 80. Il est en train de rejoindre Clint Eastwood. Il ne s'épuise pas quand même. Deuxième film dans l'année 2018 quand même qui sort, après Pentagon Papers qui était nommé aux Oscars. Le mec, Alors là, c'est pour moi, il a encore démontré, je sais pas s'il avait besoin de le faire, mais il l'a encore démontré que ça avait été ces grands classiques entre guillemets sont plus derrière lui que devant. Hein, il a un certain âge et on va le retenir plus pour d'autres films, mais il arrive quand même en 2018. Il dit, je pose ça là. Moi, je pense que dans 15 ans, on regardera quand même justement avec nostalgie parce que c'était très bon. Ready Player One. Là où ça va pas devenir un instantané classique, comme peut l'être Matrix par exemple, c'est tout simplement parce que... ou comme peut l'être dans son genre et dans sa filmographie, Minority Report. Exactement. Je pense qu'en fait, il n'est pas forcément dans l'envie de révolutionner. Il est là pour faire rêver, mais il te dit pas, par exemple, tiens, j'ai encore révolutionné la technique du cinéma, alors que Matrix, à l'époque, tu disais, oh, c'était même pas possible avant de faire ce qu'ils avaient fait. Là, tu te dis, c'est presque en fait... En un sens, il le fait quand même au travers de la motion capture qui atteint quand même un sommet là C'est un ici qui niveau, est vraiment mais mais imposant. c'est plus parce du que- perfectionnement que de la création de nouvelles techniques. Oui, tu ça vois. reste du perfectionnement, mais ça reste quand Mais- même mais c'est- un attention, modèle de création On cinématographique. parle quand même le mec, c'est pas un... je vais pas dire c'est un faiseur, mais c'est
comment dire, il révolutionne rien. Par contre, quand il te sort un truc, c'est un bijou 9 carats. C'est pas un novateur, c'est un créateur. Mais c'est un créateur. Comme il dit, c'est le Michel-Ange de la création, tu vois. C'est que au cinéma, c'est le Michel-Ange du cinéma. C'est-à-dire que le mec, quand il te dit, je vais te faire rêver d'un truc, c'est de la réalité virtuelle. Il y aura de la fantaisie, il y aura du truc. Tu te fais, ça a l'air d'un globi-boulga. Je sais pas si visuellement ça va rendre bien. Wow, à la fin, mais il y avait des scènes, t'étais en mode. Mais attendez, mais. Là, on peut citer clairement la scène de bagnole au tout début du film. C'est pas du spoil, c'est au tout début. On voit beaucoup d'images dans la bande-annonce. Cette scène est incroyable. Impressionnante. N'importe qui aurait tenté ça. C'est pas compliqué, hein. DC avait tenté avec. Enfin, pas exactement la même chose, mais dans Green Lantern, on avait fait des vieux trucs dégueulasses avec de la lumière verte. Oui, où tout le monde était là en disant c'était moche quand même. Là, le mec, les Hot Wheels, il les a pris. Hein. Il les a posés. Ah bah là, les Hot Wheels, voilà, c'est clair. Avec... Il a reculé la voiture le plus loin possible et il l'a laissé partir en avant. Et puis il a pris des, je sais pas si on peut le dire, mais des gros monstres. Il a fait oui, non mais oui. Et incroyable parce que t'es là, tu fais, mais je rentre dedans et je leur demande, remontrez-moi ça, c'était beau. Rien que pour ça, le film, tu vois, t'as envie de dire. Voilà, il réinvente pas forcément, par contre, il te fait rêver. Ça, c'est clair que. Mais parce que là-dessus, je rejoindrais, je pense que depuis maintenant, peut-être pas une petite dizaine d'années, parce que ce serait pousser le vice un peu loin, mais au moins 5 ans, Spielberg est dans une espèce d'objectif de absolument faire rêver le spectateur. Je pense que ça a peut-être démarré, alors si je me plante, faudra me le dire, mais j'ai la sensation que ça a démarré un peu avec Tintin, où il avait cette envie non plus de raconter des histoires avec un poids moderne qui oblige le spectateur de se confronter à la réalité, comme il a pu le faire à certaines époques avec Amistad, ou des films qui étaient brutaux, entre guillemets, La Liste Schindler, Il faut sauver le soldat Ryan, c'était des films qui confrontaient le spectateur à une réalité Minority Report, même dans un sens. Et là, depuis Tintin, j'ai cette sensation qu'il a beaucoup plus envie de, comme tu le disais, et je trouvais que le terme était bon, faire des contes. Des contes pour... C'est un conteur, ouais. Pas que pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Pentagon Papers, au final, plus j'ai de recul sur le film, plus j'y vois un conte moderne en fait, un conte avec des personnages pas féeriques, mais qui ont tendance à vouloir idéaliser absolument le monde. Et là, on est encore dans cet objectif-là. Spielberg, il veut nous montrer des personnages qui veulent idéaliser le monde, qui ont des rêves, entre guillemets, qui sont à portée de main, mais qu'ils n'arrivent pas à atteindre parce que le monde leur pose un poids sur les épaules qui les afflige, qui les oblige à regarder le sol, plutôt qu'à, c'est con, mais comme il le fait à un moment, essayer de contempler les étoiles et peut-être voir autre chose. Et oui, et là, c'est regarder les jeux vidéo. Quoi. Et là, c'est regarder les jeux vidéo. Ça n'est pas regarder les étoiles, c'est regarder un écran cathodique et essayer d'y voir un petit peu plus loin que simplement les petits grésillements de la cartouche. Le pixel caché, quoi. Le pixel caché, exactement. Oh, c'est beau. Oh là là. Très beau. Et d'ailleurs, c'est presque onirique quand tu fais danser les personnages. C'est même plus danser, c'est un ballet aérien. Non, il y a au niveau c'est de l'image. Très naturel, presque animal, tout en étant très... Des chorégraphies, enfin tu te dis, il a pris l'image, en fait il a pris une idée, il l'a mis visuellement et il l'a amené encore à un stade supérieur, tant par son expertise technique, parce qu'il fait appel à des gens, il a lui-même des idées, et voilà, que par en fait les concepts qu'il développe, où tu vois, où tu te dis, est-ce qu'un autre homme, si on lui avait demandé de présenter la même scène, l'aurait-il fait avec le même talent et surtout en te laissant autant d'étoiles dans les yeux, tu vois. Et parce qu'encore une fois, je trouve, et c'est ça que je suis sidéré de voir chez Spielberg, il a une vraie coercition avec les différents créateur qu'il a derrière lui. Enfin, ça fait 20-30 ans qu'il bosse avec les mêmes mecs, avec Janusz Kaminski à la direction de la photographie, avec Michael Kahn au montage. Enfin, c'est un mec, il est passionné en fait par l'envie de créer quelque chose, mais pas tout seul, avec une vraie équipe derrière lui. Et ça se ressent là encore une fois dans ce film, parce que la direction de la photographie est juste magnifique, les images sont d'une beauté sidérante, que ce soit dans l'Oasis ou dans la réalité. Le travail du montage, on parlait des problèmes de rythmique, mais elles ne sont pas tant que ça inhérentes au montage. Le montage est clair, est concis, et limpide. Il s'enchaîne avec une clarté, mais constante, quoi. Quand il nous montre l'impact d'un événement dans l'Oasis et sa répercussion dans la réalité, il y a une vraie brutalité qui, par moment, te ramène les pieds sur terre d'un seul coup en te disant « Ouais, tu vois, là-bas, c'est de la réalité virtuelle, on est d'accord, les mecs, ils mettent des lunettes, c'est la fête et tout. Mais quand ils se prennent un coup dans la gueule et qu'ils se retrouvent par terre, bah, ils se retrouvent vraiment par terre, ensuite. » Avec des scènes presque comiques. Mais là, très années 80 encore une fois, quoi. Genre, le mec à la fin, il a genre. Oui, c'est ça, le mec à la fin. Même quand il enlève son costume, il lâche quand même. Et tu vois, ça c'était marrant. Il y avait une petite volonté un peu de ce méchant très caricatural presque, tu vois. Surtout dans l'Oasis où
Où il avait un... Ah bah, pas Dans sur le l'Oasis, côté, dans l'Oasis, on dirait un personnage issu de Fallout. Il m'a beaucoup fait penser au personnage random qu'on voit dans Fallout, mais version bodybuildé avec. Moi, c'est Clark Kent en méchant. Oui, on peut Oui, le voir mais aussi. c'est Clark Kent. alors je sais pas comment il s'appelle, mais c'est le Superman méchant. Bah, Il existe ce et- personnage. Bah, c'est- c'est Ultraman dans Univers 3. Bref, comics, lisez les comics. Mais oui, il y a, Mais oui, il y a un Superman méchant. c'est qui clairement existe, c'est lui. c'est clairement l'Ubermensch méchant. J'ai Mm. tout le fric, moi je m'en bats les couilles de vos affaires. Je suis riche, je suis puissant, je fais ce que je C'est veux. ça. Voilà. Non, mais il y a tellement de références. Et Puis comme tu dis, ouais, voilà, il y a des références, c'est- au-delà du travail qui a été réalisé avec l'équipe avec laquelle il est réalisé, il y a aussi une compréhension des médias actuels, Oui. de la dangerosité, mais aussi de la beauté Mm. qu'il y a. Comme tu disais, avec les scènes de danse, enfin, les scènes sont absolument magnifiques. Il a compris les jeux vidéo, il a compris le cinéma, heureusement, venant Spielberg. Heureusement, oui. Il a compris aussi la musique, parce que l'utilisation de la musique, que ce soit le thème original ou bien les musiques qui ont été empruntées, Oui, sont voilà. absolument fantastiques. Et Avec des choix Il pas a- forcément que personne. Elegia par exemple, je m'attendais pas forcément à la voir. Justement, au moment où ils vont danser, machin, c'était vraiment pas mal. Enfin bref. Non, Non, mais mais voilà, il y a plein de choix musicaux il y a qui sont il y a très une intéressants. compréhension des médias, en plus, comme tu le disais, pour quelqu'un de 70 ans. C'est comme, tu citais tout à l'heure son cher collègue qui a à peu près le même âge. Bah, Clint Eastwood. Clint Eastwood Oui. avait tout à fait compris, avec Invictus, la politique. Là, Spielberg, il a complètement compris l'art aujourd'hui. Oui. Et la pop culture. Et la pop culture surtout. Mais c'est là, ça veut dire à ce niveau-là, c'est que L'impact la sur pop les culture, c'est de populations, l'art. tu vois, ouais. Mm. L'impact que Bah, ça la peut pop avoir, culture, que ce et- soit... Mais de toute voilà. façon, c'est bête de le rappeler, mais moi c'est ce qui m'avait choqué, tu sais qu'il y avait eu, je sais plus si je vous en avais parlé, mais il y avait eu un live en gros où il avait présenté le film avec en direct dans les cinémas, et en gros la présentatrice avait cette question absolument ridicule: est-ce que vous jouez aux jeux vidéo, Steven Spielberg? Spielberg, c'est un mec qui a constamment été ancré dans l'industrie du jeu vidéo parce que non seulement il a influencé le monde du jeu vidéo, mais il a créé Medal of Honor. C'est le créateur d'un jeu vidéo. C'est vrai. C'est bête de le rappeler, Mm. mais c'est un mec qui crée des jeux vidéo. Robert Zemeckis, il a baigné dans la culture du jeu vidéo. C'est son collègue qui a fait Retour vers le futur, mais il a baigné pareil dans la culture du jeu vidéo. C'est des mecs qui ont beau avoir plus de 70 balais, ils vont pas s'empêcher le week-end de se poser avec une manette de PS3 dans les mains et de se taper un petit délire sur le dernier Call of Duty, quoi, ou sur God of War. Enfin, c'est. Mais au-delà du fait de simplement jouer, il a aussi à le réinterpréter. C'est-à-dire que on parle beaucoup, tout à l'heure on parlait de Karim Debache et de l'émission qu'il a pu faire. Crost. On parle beaucoup de réalisateurs qui jouent aux jeux vidéo et au moment d'adapter, n'avaient pas forcément compris. Je pense à Doom, qui a été adapté Je suis pas sûr avec qu'il une joue aux scène- jeux vidéo, Ouais, le type qui a fait je pense ça. qu'il a pas Non, joué. mais je pense que c'était quand même... enfin, Tout comme Uwe Ball n'a jamais joué aux jeux vidéo. Non, mais clairement. c'est des personnes qui ont probablement grandi aussi avec les jeux vidéo, Ah bah, mais qui n'ont pas complètement. forcément compris le média, puisque la scène de Doom, et je suis complètement d'accord avec la chronique de Karim, sort du du film parce film. que c'est une scène... Parce que ça te FPS. rappelle que c'est adapté d'un jeu vidéo. Voilà, alors que là, il y a les moments FPS dans le film, Ready Player One, qui ne sortent absolument pas, parce qu'on est vraiment... C'est on est inclus vraiment dans une dedans. logique de C'est- création et puis cinématographique. C'est inclus dans la réalité. C'est ça. Comme il te l'explique dans. Quand Karim Debache expliquait par exemple pour Cross, comme tu le citais sur Scott Pilgrim à l'époque, Mm. c'est les codes du jeu vidéo, mais on te le présente pas comme du jeu vidéo. Oui, c'est Mm. ça. C'est Même ça si qui est là, génial. c'est quand même... Oui, et C'est non, du c'est- jeu c'est- vidéo Scott au Pilgrim cinéma, aussi, tu mais vois, c'est mais- vraiment du jeu vidéo au cinéma. Mais le mec, en fait, c'est-à-dire que dans la diégèse du film, c'est du jeu vidéo et c'est présenté comme tel, mais c'est pas comme si le film te disait. Te présenter un mec dans la vie réelle et d'un coup se mettait à faire du jeu vidéo avant de ressortir dans le monde réel, Mm. tu vois. Mm. Mais sans te dire, sans t'expliquer pourquoi il le faisait. Là, Mm. le film, il t'explique. Quand ils sortent des flingues, ils commencent à se tirer dessus. Bah, ça a du sens dans l'histoire, ça a Ouais, du c'est ça. sens Oui. dans le monde dans lequel ils évoluent. Mm. C'est quand ils allument leurs écrans pour choisir, tiens, je vais m'acheter un flingue pour la baston. En fait, tu comprends les règles qui sous-tendent l'univers du film Mm. et tu te dis, c'est cohérent, j'ai compris, c'est malin, j'ai aimé. Et voilà, Voilà. c'est à ça qu'on reconnaît un grand auteur. Au niveau du casting, mes chers messieurs, on a quand même un casting qui mêle pas mal de jeunes générations et un peu de vieilles, même si vieille est bien un grand terme. Dans la jeune génération, donc on sert surtout Ty Sheridan et Olivia Cook, qui sont tous les deux excellents dans les deux rôles principaux. T.J. Miller aussi, qui joue le rôle de IROC.
Rôle C'était très... Jimmy Miller. Oui, c'était Jim Miller qui joue à Iraq. Oh, C'est ça lui colle bien, ça lui colle C'est bien. presque le sidekick, enfin c'est le sidekick méchant, mais c'est le sidekick rigolo. Evil quand même, tu vois. sidekick drôle. Ouais. Non mais c'est clairement ça, le mec il est là que pour ça. Ah quoi, bah tu vois. complètement. Mais moi je tiens à citer surtout que Ty Sheridan et Olivia Cook sont vraiment tous les deux très très bons. Ty Sheridan c'est vraiment un jeune acteur que je trouve très talentueux qui ici livre une performance où il est à fond dedans. Mais il sera l'éternel adolescent par contre. Mais il sera l'éternel adolescent, c'est le risque, clairement. Après tu me diras pour ça. Spielberg c'est génial. Pour parce Spielberg que- ça l'arrange, il va pouvoir la réutiliser dans plein de Tu films. vas en faire du Spielberg. Mais pour lui, donc, ça risque de le coincer dans beaucoup de choix de carrière. Et au niveau des acteurs de la vieille génération, Ben Mendelsohn, Mike Rylance et Simon Pegg sont tous les trois très bons. Ben Mendelsohn a vraiment une gueule de méchant. Oui, bah, c'est un méchant. Voilà, je crois qu'il est capable Mais- que de jouer les méchants d'ailleurs. Après, j'allais te dire, ce mec-là, je ne m'en souviens que en costard à faire la gueule. Et Mais, Rogue One aussi, il jouait le méchant Ben dans oui, Rogue c'est- One, ben- voilà. Il est tout le temps à faire la gueule et à jouer le méchant. Et puis c'est marrant parce que c'est exactement le même type de méchant, c'est le mec. Il est un peu malin, il comprend dans le monde dans lequel il évolue, mais il en a un peu rien à battre, plus ce qu'il veut c'est le pouvoir. Ah, C'est ça. ça. C'est clairement, mais c'est un méchant C'est américain ça. de toute manière. Oh bah oui, Oui. complètement. C'est caricatural un peu. Moi je tiens à citer surtout la très belle performance, très poétique et très douce de Mark Rylance, qui est un acteur qui collabore maintenant depuis plusieurs films avec Steven Spielberg, qui est doué, mais vraiment doué. Je trouve que c'est un acteur qui a été révélé très tard, parce que c'est un acteur qui a une très grande carrière derrière lui. Mais il est doué ce mec, c'est impressionnant. Je le trouve, enfin... Et comme Simon Pegg de toute façon, Simon Oui, Pegg... rassurez-moi, son- ils l'ont vieilli quand même. Mark Rylance, pas tant que ça. Non, Simon Pegg, oui, Oui, ils l'ont c'est vieilli, pas- t'inquiète c'est pas. pas- ouais. je veux dire, j'ai pas vu Non, heureusement ils l'ont vieilli, non. Et Et par lui contre- aussi, hein, il joue bien, je trouve. hein. Ouais, Ah, il a il pas toujours- énormément toujours de scènes, juste, mais, je trouve. Non, mais il joue très très bien, il joue très très bien. On sort de la trilogie Cornetto, quoi, tu vois. Enfin, Ouais. les films sont très bien, mais tu vois, il est toujours un peu. C'était du grand comique, et là, il te montre qu'il peut faire autre chose que du grand Ouais, comique. bah tu c'est vois. ça, il est vraiment. Non, il est. Enfin, au niveau du casting des jeunes acteurs qui sont présents, là on a un peu l'effet Star Wars 7. Je m'explique. En bien fait. Les acteurs. On va pas débattre ici de Star Wars 7. Les acteurs ont grandi avec les œuvres dans Ça, lesquelles d'accord. ils vont jouer. Ouais, donc du coup, Ty ils Sheridan. sont passionnés de ça. Que ce soit dans X-Men ou dans Ready Player One, il a grandi avec les choses avec lesquelles il va jouer en tant qu'acteur. Et on sent que ça lui plaît. Et on sent qu'il veut. Qu'il a envie de tout donner C'est presque. ça, qu'il a envie de tout donner. Et c'est une réussite totale. Et c'est en ça que je trouve qu'il est vraiment juste dans ce film-là. En fait, je vais me dire, Ready Player One est un meilleur Star Wars que Star Wars 7. Oh, il En est fait- horrible, il Non, est non, horrible, mais blague il est à part, horrible. De toute manière Bonne tout à fait soirée. sérieuse, par contre, j'aimerais bien voir Spielberg sur un Star Wars du coup. Ah, mais je pense qu'ici, Non, ça n'arrivera jamais. mais... il veut pas, Il mais... veut pas. Mais par contre, tu vois, dans un autre monde où il n'aurait pas la pression et peut-être juste Disney qui lui dirait. écoute, Peut-être mec, qu'il on aurait décale. fait un très grand Star Star Wars Wars. 7, ça se trouve. Ou un Star Wars Ou un d'autres Star Wars, trilogies ou n'importe oui. quoi, mais En tout un cas, vrai projet. Bah, en tout cas, lui, il aurait fait une vraie trilogie qui. Mais histoire de- pour le casting, et alors l'actrice, je ne la connaissais pas. Olivia Cook, Olivia Cook. très très Et très je belle la trouve actrice. très ouais. juste. Que ce soit. C'est surtout une actrice de série anglaise en fait. Mais là, je l'ai trouvé vraiment, voilà, vraiment investi dans son rôle, que ce soit tant au niveau de la motion capture Mais- Que des parties dans que le les monde parties réel. dans le monde réel. Et moi, je veux pas trop spoiler, mais j'aime beaucoup l'utilisation qu'ils font du personnage, à dire que le monde virtuel, on peut se montrer comme on veut et elle en profite. Et il y a Oui. une évolution au cours du film que j'ai beaucoup apprécié à ce niveau-là. D'ailleurs, moi personnellement, c'est pas que ça m'a déçu, mais je l'ai trouvé même un peu trop belle pour le rôle. Je m'attendais peut-être presque à à une nana un peu plus, on va dire, pas normale, mais moins belle, parce qu'il y avait ce petit côté, Tu risques d'être déçu. voilà, et qu'en la voyant, mais en se disant, bah, c'est pas forcément un canon, mais ça reste quand même un nana, enfin bref. Après, Après, là, c'est peut-être moi qui refais. mais elle joue quand même très Non, très mais- bien d'ailleurs. Ah, je par trouve, contre, après, elle c'est apporte, pas. elle apporte quelque chose de vraiment fort quand même, le Mhm. personnage. Bah, elle incarne très bien son rôle, Et elle l'emmène le l'écran, plus loin possible. Limite, je préférais son personnage au personnage principal, qui est pour le coup, qui est vraiment genre une copie carbone du monomythe, tu vois. Elle est Ah un bah, petit peu plus mais intéressante. complètement, mais c'est assumé en un sens. Et d'ailleurs, Oui, Ty c'est très- Sheridan le campe très bien. Mm. Messieurs, on arrive à la fin de cette chronique sur Mm. Ready Player One. Qu'est-ce qu'on en garde? Donc vu que je m'étais tourné d'abord vers toi FX pour l'introduction, je vais me tourner d'abord vers Hugo pour la conclusion. Que gardes-tu en mémoire de Ready Player Et One? ma Ready Player One m'a vraiment marqué, que ce soit tant au niveau de mon jeune moi des années passées, Mhm. que de mon jeune moi futur. Oh. Parce qu'il me donne vraiment l'espoir de voir fleurir cette espèce d'univers qu'on n'a pas encore eu d'intimité entre le cinéma et le jeu vidéo, même si ça commence à... c'est pas totalement vrai. Mais il y a encore une grosse lacune et je pense qu'il y a moyen d'arriver à quelque chose
de très plaisant, que ce soit au niveau de la réalisation et que ce soit au niveau du propos qui peut être tenu derrière. Je pense qu'il y a vraiment une importance. C'est ce qu'on disait, c'est peut-être un tout petit défaut au film. Il pourrait aller un peu plus loin dans le propos, je dirais entre guillemets géopolitique. Ouais. Et je pense qu'on va arriver à un moment à cette réussite-là. Donc pour moi, Ready Player One, déjà il faut aller le voir. Si vous avez grandi dans les années 80, 90, 70, 2000, en fait ça touche tout le monde. Je pense Ça que touche tout le monde, oui. typiquement, j'étais à côté d'une personne qui m'a dit que je n'ai pas compris toutes les références, mais j'ai elle a quand même adoré le film. Elle a quand même adoré le film, ouais. Donc du coup, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une réussite. C'est pas simplement tenez, comme je disais tout à l'heure, tenez ma pop culture à la gueule et prenez ça. Non. Et si vous aimez beaucoup la pop culture et les jeux vidéo et toutes ces choses-là, je pense qu'il y a moyen, même sans y avoir joué, c'est ce que je disais, hein, la plupart des jeux vidéo qui montrent, je n'y ai jamais joué. Moi, j'ai jamais joué à un Halo, à World of Warcraft ou à quoi que ce soit. Et pourtant, ça m'a plu. Donc voilà, c'est qu'il y a quelque chose, ça nous touche aussi, le film il touche. Voilà, Ready Player One touche personnellement chacun de nous, je pense que c'est un Donc conte. touche personnellement et de manière universelle. Et de manière universelle. Et en cela, c'est un très bon film. Et fixe. Mais que rajouter de plus après ça? On est d'accord. Que dire de plus? On Il est a un peu tellement passé. bien, il a très On est bien un peu synthétisé passé. la fin, c'est que le film il est pour tout le monde dans quelques années, parce que là il a que 4 ans, mais je le montrerai à mon petit neveu. Enfin, pas mon petit neveu, c'est mon neveu tout court. Mais je pourrais lui montrer, et même si les références il ne les aura pas, hein, les jeux d'Atari 2600, il les comprendra pas, tu vois. Oh oui. Mais par contre, même Tracer d'Overwatch, il comprendra pas. Il la connaîtra probablement pas. Et pourtant, je pense qu'il kiffera parce que c'est un gamin connecté et que le film, ça va parler aux gens connectés, à tous les gens connectés, de n'importe quelle époque. Tu auras toujours une image qui popera quelque part, de dire ah, mais ça. Même, je pense que ça se trouve même, je lui montrerai dans 15 ans, puis il va dire, mais c'était pas de la science-fiction, c'était presque de la. Au niveau des technologies, il va me dire, mais c'est de l'anticipation, c'est pas de la science-fiction. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Comme nous, ce qu'on peut dire 1984 au final. Un peu, oui. D'ailleurs, malheureusement. Je conclurai en disant plutôt, comme tu disais tout à l'heure sur l'imaginaire, tout ça, en fait, je me dis, j'aimerais bien du coup voir Spielberg sur des films de jeux vidéo, mais limite reprendre des licences. Je pense qu'il serait capable, genre par exemple Assassin's Creed, tu vois, par exemple. Je pense que là, avec Ready Player One, en plus, avec Ready Player One qui te montre un peu ça, quoi, hein, dans une autre manière. C'est pas exactement le même contexte, mais c'est des mecs qui vont dans des boîtes pour vivre ailleurs, quoi, vivre d'autres choses. Il pourrait te montrer des choses incroyables encore. Là, en fait, j'ai envie de revoir du Spielberg sur la science-fiction. Je suis complètement d'accord. Voilà, je ne ferai que rappuyer une nouvelle fois, malgré ses petits défauts, malgré ses longueurs, malgré ces instants où on se dit que le film torche un petit peu son propos. C'est une œuvre qui reste à la hauteur de ses ambitions, à la hauteur de l'anticipation qu'on pouvait avoir dessus. C'est une œuvre dense, forte, intense, qui est un divertissement de très très haute volée, qui est vraiment intense et palpitant. C'est un film qui est maîtrisé par un auteur, c'est un film qui comprend qu'il ne faut pas uniquement transposer le bouquin, mais l'adapter à l'écran. C'est une œuvre qui est portée par une jeune génération d'acteurs, qui est poussée par des vieux acteurs de manière parfaite. Ready Player One de Steven Spielberg, je crois qu'on est tous d'accord, et on va le dire tous les trois ensemble. Allez le voir. Voilà. Messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo. C'était important que vous soyez là avec moi pour en parler. Comme d'habitude, nous allons dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films, et que l'on se retrouvera pour parler de films, évidemment. Et je pense que Steven Spielberg vous dira, lisez des livres, regardez des films, intéressez-vous à la culture en règle. Jouez aux jeux vidéo. Voilà, finissons là-dessus. A plus.